Voilà, mes amis, on reprend notre cours avec Monsieur Ababou, qui pour l'instant sera une fois tous les 15 jours, le mercredi. Et le premier cours a eu beaucoup de succès. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est vous qui avez eu le succès, pas moi, évidemment. Et les gens étaient vraiment très contents de cette nouvelle série de cours que l'on commence ensemble. Et parce que bon, c'est passionnant, parce que d'abord on a le mérite d'avoir à côté de nous un homme qui est un expert en économie, en histoire, comme je l'ai expliqué, qui était professeur à la Sorbonne, qui était lui-même pendant un certain temps, quand il était encore en France, conseiller de certains ministres en France, et donc quelqu'un qui a une connaissance profonde et authentique de l'histoire, c'est-à-dire, on pourrait dire, de la partie cachée de l'histoire. Et j'ai le mérite d'être son ami et de pouvoir avec vous maintenant faire cette série de cours. Je fais un bref résumé avant de laisser la parole à Monsieur Ababou, car c'est lui l'essentiel de notre rencontre. Et on a expliqué la dernière fois finalement, bon, quelque chose que tout le monde devine, mais on peut dire le mérite qu'on a avec Monsieur Ababou, c'est qu'il va nous l'expliquer beaucoup plus dans les détails au fur et à mesure. Mais donc, tout le monde ressent que finalement, c'est la finance qui dirige le monde et que le monde n'est qu'une vitrine mensongère qui nous transmet uniquement des messages pour nous éloigner du véritable sens des choses, mais que derrière cette vitrine, dans le magasin dans lequel personne ne rentre, sauf l'élite qui veut dominer le monde, dans ce magasin-là se trouvent toutes les puissances financières qui sont à l'origine des guerres, qui sont à l'origine de toutes les idéologies, les dictatures, la démocratie. Comme je l'ai souvent expliqué, la démocratie, c'est aussi une forme de dictature beaucoup plus vicieuse encore, parce qu'on n'a pas le sentiment d'être oppressé, d'être écrasé, et c'est encore plus dangereux justement. J'avais expliqué dans un cours que c'est la raison pour laquelle le mal est décrit comme étant le serpent, parce que le serpent, il vient sans faire de bruit, et une fois qu'il t'a déjà entouré, c'est trop tard, et c'est exactement le phénomène de la démocratie, qui te donne l'impression que tu es libre, que tu es toi-même, et en vérité, tu n'es qu'un objet entre les mains du pouvoir. Et donc, c'était plus ou moins le premier cours, commençait à montrer que finalement, les guerres ont toute une raison économique, la politique est évidemment, ce sont tous les dirigeants, ce que l'on voit sont des poupées entre les mains des forces financières, et sans exception. Et on va maintenant poser une question à notre ami. Finalement, c'est quoi l'intention de l'homme finalement ? Pourquoi l'économie ? Pourquoi la finance ? Pourquoi l'argent est tellement important à ses yeux au point que finalement l'argent est la source de tous les problèmes de l'humanité ? Bien, c'est une question qui est évidemment redoutable. C'est une question qui est évidemment redoutable parce que il faut aller en fait dans le cœur des choses, d'une manière événementielle comme d'une manière beaucoup plus profonde. D'abord, Akadosh Baruch Hu a créé le monde harmonieux par définition. C'est-à-dire qu'au niveau économique, la pensée, la théorie et l'action sont reliées, doivent être reliées. C'est pas pour rien, par exemple, qu'au XVIIIe siècle, un des plus grands économistes, Adam Smith, dans son livre « La richesse des nations », paru en 1776, avait bien expliqué que tout était organisé par la main invisible. Et la main invisible, évidemment, on sait qui c'est. C'est la volonté suprême, la volonté première. Et cette main invisible organisait tout. Et était tout... Lui faisait allusion à Dieu. Bien sûr, il faisait allusion en 1976. En 1776. Donc à l'époque de la Révolution française. Juste avant la Révolution française, Adam Smith a bien expliqué que l'organisation économique est fondée sur des lois automatiques, et il y a, en fin de compte, plus qu'à non pas seulement vivre ces lois, mais les gérer en les respectant. Expliquez mieux, cher ami, ça veut dire quoi ? Tout vient de Dieu. Bon, d'une certaine manière, un croyant le sait que tout vient de Dieu. Pourquoi spécialement ce domaine-là est cité ? Parce que il faut comprendre une chose très importante. Nous sommes là au XVIIIe siècle, après une longue dynamique de l'histoire qui a
porter non pas un capitalisme, mais des capitalismes. Il y a eu, si vous voulez, je vais aller Le très vite. capitalisme commence plus ou moins à cette époque-là? Non, pas du tout, Non. absolument pas. C'est pour ça que je vais C'est la expliquer. préparation. Oui, c'est la résultante. Le capitalisme industriel, le capitalisme libéral, le capitalisme d'aujourd'hui est un capitalisme qui résulte, qui vient de centaines d'années auparavant. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer un peu d'une manière la plus synthétique que possible. Nous sommes, si vous voulez, je vais monter très très loin exprès, nous sommes au XIIe siècle. Au XIIe siècle, en France et en Europe. Au XIIe siècle, en France et en Europe, n'est-ce pas, il y a eu un combat très sourd entre les seigneurs de l'époque, ce qu'on appelle à l'époque l'économie domaniale fermée, les seigneuries, qui fait que le plus fort allait réussir et allait devenir suzerain. Ils se battaient entre eux, même en France et partout. Bien sûr, non seulement ils se battaient entre eux, mais surtout, ils essayaient d'arriver à battre monnaie et avoir la capacité non seulement de créer de la monnaie, mais surtout de produire. Et donc, une lutte très sourde va avoir lieu à cette époque-là, si bien que le suzerain qui va sortir du lot, après quelques centaines d'années, si vous voulez, ça a été le premier vraiment important, ça a été ce que les Français appellent Saint-Louis, c'est-à-dire Louis IX, qui va lui créer une véritable politique économique et monétaire, parce qu'à cette époque-là, il y a eu une inflation et il y a eu un endettement des seigneurs. C'est l'époque des croisades. Oui, absolument. Nous sommes à peu près au XIIe siècle. Alors pourquoi c'est très très important? Parce que l'endettement des seigneurs a entraîné un phénomène fondamental, c'est que les serfs, les populations asservies, les populations qui étaient... Les paysans, mais pas seulement les paysans, il y avait aussi les artisans, il y avait aussi les petits commerçants qui étaient complètement asservis. Il y avait un contrat d'allégeance jurée, si vous voulez, de rapport de souveraineté entre les seigneurs, les vassaux et tous cette plèbe-là, qui fait que véritablement tout était relié, mais par rapport au sommet. Vous comprenez, ça c'est très important. Il y avait une organisation hiérarchique. Je fais juste un saut, parce que ce que vous me dites réveille en moi tellement de questions. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans l'aspect caché des choses, la Révolution française, qui est la révolution du peuple contre les seigneurs, n'est pas tout simplement au niveau de la véritable raison? Il y en a marre que l'argent ne soit que chez vous, on voudrait qu'il soit aussi chez nous. Alors on va y revenir. Et sous couvert de Absolument. Révolution, de liberté, etc. Mais en vérité, c'est que le fric. Chaim, vous avez tout à fait raison. Alors on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Oui. Au XIIe siècle, donc, il y a eu cet endettement extrêmement grave des seigneurs, notamment des seigneurs provinciaux, qui étaient autour de Paris et après. Ça veut dire l'Aquitaine, toutes les régions d'Alsace, etc., étaient complètement endettées. Donc, pourquoi? Comment ils ont fait? Pourquoi? Parce que les impôts et les taxes ont été de plus en plus élevés. Le suzerain a voulu tout simplement dominer les régions. Saint-Louis. Donc leur imposer des impôts. Absolument, augmenter le suzerain, qu'aujourd'hui sera. Et eux-mêmes les imposer, j'imagine, à la plaie. Mais évidemment. Donc il y a eu, si vous voulez, une sorte d'imposition structurale, hiérarchique, qui fait que de haut vers le bas, la population servile était complètement étouffée. Il n'y avait aucune possibilité de s'en sortir. Or, à ce moment-là, certains seigneurs qui étaient complètement endettés et presque tout simplement appauvris, ils ont essayé de vendre la liberté à ces entre guillemets serfs. Et ces serfs ont commencé à acheter la liberté pour pouvoir sortir. Et ça a été le début... Concrètement, j'ai mal compris. Ça veut dire quoi, acheter la liberté? C'est-à-dire tout simplement, ils vont donner une partie de leurs avoirs, ils avaient très peu de choses, pour pouvoir sortir et être libérés. D'où les villes de Villefranche-sur-Mer, Villefranche-sur-Saône, Villefranche, les bourgeois de Calais. Et donc c'est eux qui vont directement payer à Saint-Louis? Oui, ils vont payer, non, pas du tout. Ils vont payer au seigneur, que le seigneur va être inféodé par rapport à... Mais ils préféraient se débarrasser d'une partie de cette terre pour avoir moins de poids sur les épaules. Exactement. Donc, cette population qui va être libérée, qui va être affranchie, va créer des villes, comme par exemple, je vais le dire, Villefranche-sur-Seine, Villefranche-sur-Saône, Calais, et va créer un esprit bourgeois. Pourquoi franche à chaque fois? Parce qu'ils ont été affranchis du pouvoir du seigneur sur le domaine. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, on parle de l'économie domaniale, c'était des domaines. Et donc, chacun vivait dans un esprit de solidarité, mais dans un esprit de féodalité, c'est-à-dire véritablement chacun était à sa place et ne pouvait en aucun cas sortir de sa place. C'était une société, si vous voulez, de caste, comme on pourra dire sous l'Ancien Régime. Mais ce qui est très important, c'est que ces serfs qui vont être libérés vont avoir en eux cette
explosion de liberté, cette explosion d'affairisme, une véritable bourgeoisie d'affaires va, si vous voulez, exister et va se développer. Nous sommes dans le temps du capitalisme marchand. Puis, progressivement, cet argent qui va être gagné, qui va être créé, qui va permettre tout simplement de créer une épargne. Et cette épargne-là va entraîner le deuxième type de capitalisme qu'on appelle le capitalisme bancaire. Et ce capitalisme bancaire, évidemment... Juste une question, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de banque? Alors, ça dépend. Non, à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle des comptoirs marchands, où véritablement on vendait du vin, et au bout de l'échoppe, on pouvait faire l'échange de la monnaie. Et on pouvait avoir des crédits. Il y avait des comptoirs, ce qu'on appelait à l'époque des comptoirs d'escompte. Et depuis même l'Empire romain, il y avait ça. Seulement, la notion de banque est arrivée d'abord en Angleterre, et deuxièmement, après, très progressivement et très lentement en France. C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. On en parlait dans le premier cours, qu'en vérité, pendant très longtemps, l'Angleterre était le centre financier du monde entier. Absolument. Alors donc, il y a eu cette dynamique de l'histoire qui fait que du capitalisme marchand, on parle du capitalisme bancaire. Je coupe la parole, c'est intéressant de savoir jusqu'à aujourd'hui, ce que je dis peut être vérifié, c'est 100% vrai, que, entre parenthèses, la dirigeante officielle de toute la franc-maçonnerie mondiale, c'est la reine d'Angleterre, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais alors, nous allons donc essayer de continuer un peu cette dynamique de l'histoire pour comprendre comment on est arrivé là à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est-à-dire qu'à partir de ce capitalisme marchand, va se créer un capitalisme bancaire avec la création de banques d'abord en Angleterre, n'est-ce pas? Et par exemple, la Banque d'Angleterre a été créée à la fin, en 1666 à peu près, n'est-ce pas? Et alors que la Banque de France a été créée par Napoléon Bonaparte, on le sait, en 1801, d'accord? C'est-à-dire que véritablement, ce qui est très important de comprendre, c'est que ce capitalisme bancaire va permettre de financer l'industrialisation. D'accord? Et à la tête de ce capitalisme bancaire, vous allez avoir encore ces anciens bourgeois, excusez-moi. Vous faites donc ce qui est donc les usines, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ce qui va dominer l'industrie, ce sont entre guillemets ces grandes familles qui découlent de cette bourgeoisie d'affaires qui a été, si vous voulez, libérée par les seigneurs féodaux. Donc, si j'ai bien compris, ce qui veut dire que finalement, les banques n'ont pas été créées par les seigneurs ou leur famille, mais par le peuple libéré qui s'est embourgeoisé. Oui, absolument. Un esprit bourgeois va apparaître, et cet esprit bourgeois va apparaître, va pénétrer d'abord les provinces, et là on vient, si vous voulez, à la Révolution française. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution française? Il y a eu 3 niveaux. Un premier niveau, évidemment, il y a eu une crise économique, une famine véritablement, une disette, on disait. Avant, dans les années 1780, c'était très difficile. L'année 1788 a été horrible en France parce que il y a eu des tornades, des inondations et la récolte a été tout simplement détruite à 80%. Et il y avait les gens mouraient de faim ou presque. À partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle une paupérisation des masses, c'est-à-dire une tendance à l'appauvrissement mais accéléré des masses, qui fait que le peuple ne pouvait plus tenir. Maintenant, question. Oui. Et ce qui veut dire, donc les dirigeants de la Révolution française étaient ces gens du peuple libéré qui étaient devenus bourgeois? Oui, alors voilà, alors c'est très juste. Oui, c'est très juste, mais ça a été évidemment caché. Des gens comme Robespierre, comme Danton, ce qu'on appelait à l'époque les Girondins, Danton était un Girondin, c'était des avocats. C'était des avocats d'affaires. Ils savaient parler, ils avaient savaient utiliser les propos de Voltaire, les propos d'Alembert, les propos de Rousseau de l'époque, n'est-ce pas, pour pouvoir l'appliquer et l'adapter au peuple. Liberté, égalité, fraternité, ça a été construit comme ça. Avec notamment certains philosophes anglais, comme Hobbes, etc. Et donc, si vous voulez, cette bourgeoisie... Liberté, égalité, fraternité, c'est finalement l'expansion au niveau du peuple de cette caste bourgeoise avait déjà vécu à l'époque des seigneurs. Exactement, c'est très juste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, derrière ces gens-là qui étaient de véritables révolutionnaires, mais qui avaient la parole, tandis que les autres... Révolutionnaires pour avoir plus d'argent. Voilà, révolutionnaires pour pouvoir dominer tout simplement, pour détruire la royauté et prendre la place de Louis XVI, de la royauté, de manière à ce qu'ils aient le pouvoir absolu
notamment économiques, mais pas seulement, mais surtout économico-sociaux et politiques. C'est bouleversant ce que vous dites. Ça veut dire que vous êtes en train, ici, d'une manière absolument incroyable, de nous expliquer que finalement, cette révolution, comme j'imagine toutes les révolutions, c'est tout simplement on veut prendre ta place. Sous couvert de belles phrases, d'une belle idéologie, etc. Mais finalement, les masses suivent comme des moutons, mais ils ne savent pas qu'ils sont dirigés par des gens qui veulent tout simplement avoir tout ce que les autres avaient, et ils veulent prendre leur place. Tout simplement. Exactement. Alors, évidemment, Louis XVI, le bon Louis XVI, il avait compris... Pourquoi bon Louis XVI? Parce que il était, en fait... très proche, il se sentait, malgré le fait qu'il était très très séparé du peuple parce qu'il vivait qu'à Versailles, mais il sentait quand même qu'il était le roi de France et qu'il était envoyé par Dieu et qu'il avait une responsabilité. Alors il demandait, si vous voulez, à son ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Necker, de faire une réforme contre... Avant la Révolution. Avant la Révolution française. Donc, si vous voulez, il y a eu les cahiers de doléances et à partir de ce moment-là, avec l'Église, n'oubliez pas que nous sommes au XVIIIe siècle, avec l'aide d'ecclésiastiques comme l'abbé Grégoire, par exemple, et c'était pas le seul. Il y avait une coopération énorme entre le clergé et les seigneurs. Absolument. Ça, c'est au Moyen-Âge. Et après, progressivement, il y a eu une collaboration énorme entre le clergé et le roi de France. Et toute Dans quel sens? Sur le plan économique aussi? Sur le plan économique, bien entendu. Le clergé était très riche. Le clergé était extrêmement riche. Ils avaient des domaines. Et n'oubliez pas que ce qui s'est passé avec les seigneurs ne s'est pas passé avec les ecclésiastiques. C'est-à-dire que l'Église a gagné, a gardé ses domaines, a gardé ses richesses. La Révolution française a eu pour conséquence première, c'est de confisquer une bonne partie des richesses de l'Église. Ah oui, ils ont confisqué. Ils ont confisqué une bonne partie des richesses de l'Église, ils sont rentrés dans les églises, ils ont pris l'or, ils l'ont fondu, ils ont créé des pièces, etc. etc. C'est-à-dire, véritablement, la paupérisation entre guillemets, de l'Église romaine en France, n'est-ce pas, date de la Révolution française. Mais avant la Révolution française, l'Église était dominante complètement. On a beaucoup de preuves aujourd'hui comme quoi, jusqu'à aujourd'hui, le Vatican est l'une des puissances financières les plus importantes du monde. Mais c'est évident. Alors, permettez-moi, Khaïm, de revenir un peu à cette Révolution française. Donc, ce qui est en fait incroyable, c'est que le peuple, un peu comme mai 68, on peut en venir, ou un peu plus tôt, à la fin du XIXe siècle, ou au début du XXe siècle, le peuple a été quelque part utilisé à bon escient, sans le savoir, sans le comprendre, avec des mots qui étaient adaptés à sa pensée. Il y a eu, si vous voulez, une sorte de dissociation entre la pensée et l'acte. Et dans cette pensée-là, il y a eu la pensée populaire qui voulait manger, qui voulait vivre, être heureux, qui voulait être libre, qui voulait être fraternelle, qui voulait être républicaine, entre guillemets. Et cette utilisation de cette pensée, entre guillemets, républicaine, pour pouvoir asseoir son pouvoir et dominer tout. C'est ça qui s'est passé. Par ces familles bourgeoises. Par ces familles bourgeoises qui vont utiliser des gens comme Danton, etc., Robespierre, pour pouvoir tout simplement arriver au pouvoir. On a des noms de ces familles de l'époque où ils étaient tellement cachés qu'on ne sait pas. Oui, écoutez, oui. Jusqu'à aujourd'hui, la vraie puissance, elle est cachée. Voilà. Je préfère ne pas donner de nom parce qu'on va le retrouver aujourd'hui. Donc, c'est pas la peine. Danton est connu, Robespierre était quand même des instruments de ce pouvoir. Ce sont des instruments de pouvoir. Et ces gens-là vont dominer la pensée économique. C'est-à-dire que alors là, vous êtes en train de dire que finalement, les révolutionnaires visibles, comme Robespierre et d'autres, n'étaient qu'encore une fois que les poupées entre les mains de cette puissance cachée. Absolument. Comme jusqu'à aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant de savoir, et ça c'est fondamental, c'est que des gens comme Adam Smith, Ricardo, ces économistes de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, étaient des économistes qui étaient, entre parenthèses, idéaux, c'est-à-dire ils avaient compris que la théorie économique était une théorie économique saine, et que tout était, en fin de compte, organisé par la main supérieure, par la volonté suprême, par Dieu, et qu'en fin de compte, il fallait plus que vivre avec ces lois et les respecter. Et respecter ces lois du capitalisme. Ça n'a pas été le cas. Non seulement ça n'a pas été le cas, mais ça a été complètement dominé, manipulé, à bon escient, ou à mauvais escient, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Vous permettez, Raïm, je vais vous donner un exemple. Là, je rentre un tout petit peu dans la théorie économique. Je vais vous donner un tout petit peu. Les libéraux économiques, comme Adam Smith, comme David Ricardo, comme Jean-Baptiste Say, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire économique,
Eh bien, on parlait de Quelle époque? Nous sommes toujours à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, à l'aube d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui si on ne voit pas cette époque-là. Bien sûr. Absolument, oui. On ne comprend rien du tout. Alors, des économistes comme Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say et d'autres, eh bien, vont absolument essayer de définir la concurrence pure et parfaite, au niveau théorique. La concurrence pure et parfaite, qui est l'épine dorsale du capitalisme libéral, n'est-ce pas, reposée sur 5 conditions. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre comment ça a été manipulé. Premièrement, première condition, l'atomicité des marchés. C'est-à-dire que chacun, l'offre et la demande étaient atomistiques. Si vous voulez devenir un entrepreneur, vous avez tout à fait le droit. Et surtout, vous avez toutes les capacités pour l'être. Maintenant, à vous de faire vos preuves. Mais seulement, le marché vous donne la possibilité d'acheter, de vendre, de produire, etc. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Il y a des lois qui vont faire en sorte que si Chaim ou Fabien veut être un entrepreneur, tout va dans ce sens-là pour vous faciliter la tâche, selon évidemment la loi de l'offre et la demande. C'est la deuxième condition. Loi de l'offre et la demande. Il ne faut pas demander un livre $1 million parce qu'il est écrit par quelqu'un que vous aimez. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de marché là-dessus. Donc il y a des règles. Il y a des règles. Deuxième point très important, ce qu'on appelle la transparence du marché. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et ça vous allez comprendre comme on est loin de tout ça, depuis très longtemps, je dirais même depuis 150 ans, on est loin de la transparence du marché. Qu'est-ce que c'est que la transparence du marché? Vous allez comprendre. Vous allez chez un vendeur de voitures, et ce vendeur de voitures va vous dire, voilà, vous voulez cette voiture, je vous la vends, mais voilà, je vous dis franchement, regardez, sous le capot, il y a une fissure. Sous le moteur, il y a un défaut. Je dois vous le dire. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Pourquoi? Parce qu'on va penser au stock, il me reste 200 voitures, alors que de l'autre stock, j'en ai 50, il faut que je vende les 200 voitures avant de vendre les 50. Et donc on va être manipulé par les publicités, par la bonne parole, de manière à transformer, à biaiser, voyez, vos besoins, à transformer vos besoins. Ah, je ne vais pas prendre cette voiture, je vais prendre cette voiture. C'est la base, si vous voulez, de la publicité, du marketing, etc. Donc, le capitalisme libéral interdisait. Vous dites, Fabien, que la publicité n'a pas été faite pour mieux vendre, mais pour cacher les vrais problèmes. Absolument. Pas seulement, non, attention, pas seulement pour mieux vendre, mais aussi, j'allais dire même surtout, pour cacher les vrais problèmes qui sont inhérents au marché. Troisième point fondamental de la concurrence pure et parfaite, c'est l'homogénéité des produits. Alors nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vendez un livre, vous vendrez un livre. Vous vendez un livre parfaitement fait, avec une écriture qui correspond à vos besoins, etc., un papier qui correspond à vos besoins. Vous n'allez pas diminuer la qualité du papier parce que tout simplement, vous allez le vendre trop peu cher. Comprenez? Donc, c'est pas le profit qui va être le moteur principal. Ce qui va être le moteur principal, c'est la qualité et la structure de la demande. Quatrième point ou cinquième point, c'est on a vu la transparence du marché, la fluidité des produits. Ça, c'est incroyable. La fluidité du produit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la fluidité du produit dans des marchés fluides, ça veut dire véritablement que vous pouvez vous promener n'importe où vous voulez, sans aucune contrainte, sans aucune loi qui vient de l'État ou de la région, etc., qui va vous taxer parce que vous avez traversé ça ou traversé ça, de manière à pouvoir avoir la capacité de choisir ce que vous voulez. Ça, c'est la théorie économique simple, évidemment. Mais qui n'a pas tenu. Alors, qui n'a jamais tenu. La pensée économique qui a été utilisée par ce pouvoir, n'est-ce pas, va dire que ça ne tient pas. Alors qu'il faut une concurrence monopolistique, il faut une concurrence oligopolistique, il faut une concurrence déloyale. C'est comme ça qu'on appelle en économie une concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la concurrence les marchés vont être manipulés d'une manière déloyale carrément, par les plus forts. Et ça, c'est accepté. C'est accepté depuis 150 ans. Alors évidemment, regardez, les Américains... Un exemple. Attendez, excusez-moi, Chaim. Les Américains, à la fin du 19e siècle, n'est-ce pas, ils ont voulu, ils se disaient libéraux, ils ont voulu réagir, l'État américain à l'époque, qui était un État
qui était à mi-chemin entre le vrai pouvoir caché et le peuple. Vous voyez? Eh bien, cet État américain a créé deux lois, ce qu'on appelle la loi Sherman, le Sherman Act 1899 et le Clinton Act 1913, en disant ce sont des lois fédérales américaines interdisant la concentration exagérée, oligopolistique des firmes. C'est-à-dire que ça appartient à un certain groupe. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelait à l'époque la loi antitrust. Vous savez, il y a plusieurs types de concentration. Oui, bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça que regardez comment que la pensée économique, qui normalement dit qu'il faut respecter la concurrence pure et parfaite, avec cette pensée, j'allais dire unique, qui a été, en fin de compte, manipulée par ces forces-là, ces pouvoirs-là, pour faire croire que, et en fin de compte, ça c'est le fondement même de la démocratie. Voilà, on te fait croire que. Voilà, c'est l'écran. Mais en fin de compte, derrière tout ça, eh bien, des firmes énormes vont voir le jour, malgré le Clinton Act et malgré le Sherman Act. Vous comprenez? Et ça, c'est comme ça, j'allais dire, des milliers de fois. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de manipulation, une sorte de prise de possession, si vous voulez, de la pensée économique à des fins électoralistes, à des fins de pouvoir. En se servant de la vitrine. En se servant du peuple. C'est incroyable quand nos maîtres disent que le monde occidental, le monde de Esav ressemble à un porc. C'est ça. Parce qu'il montre ses sabots. Voilà. Mes sabots sont fendus, je suis cachère, hein. Mais surtout, regardez pas ce que j'ai dans ma bouche, parce que c'est tout le contraire. C'est exactement ça. Il se présente comme étant un démocrate, un républicain, mais derrière ça, il y a, si vous voulez, une mainmise carrément par le pouvoir économique, par le pouvoir politique, par le pouvoir, j'allais dire, le pouvoir politique secret. Est au service. Oui. Le pouvoir politique, ça dépend des moments, mais d'une manière générale, le pouvoir politique est aux mains de ce pouvoir-là occulte, j'allais dire le pouvoir occulte, caché. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est un phénomène très important, il y a eu quand même une contre-révolution au 19e siècle face à cette industrialisation. Les gens vivaient très mal. Ils avaient quitté l'exode rural, leur campagne, ils sont revenus dans les villes, croyant effectivement que c'était la panacée, qu'il allait avoir véritablement tout, etc. En fin de compte, ils ont vécu 10 dans une pièce, n'est-ce pas, à Paris, dans une grande ville, et cette promixité a rendu les gens malheureux. Il y a eu des éclatements de famille, il y a eu l'alcool, il y a eu la drogue, il y a eu plein de choses. Donc il y a eu une révolte sociale. Cette révolte sociale, elle est parue d'abord au niveau des premières grèves, notamment la grève à Fourmi, qui n'était pas légale. Et il y a eu, je ne me rappelle plus combien, une vingtaine de morts, de pauvres femmes et de enfants qui ont été tués, massacrés par la police. Nous sommes en 1880 et quelques en France, à Fourmi. C'est incroyable. Une petite ville, à Fourmi. Il y a eu cette manipulation. Et ça a entraîné véritablement les grandes grèves des années 1900 jusqu'à 1936 avec la grande révolution sociale. Mais il faut comprendre qu'avant ça, la pensée économique et la pensée sociale commençaient à exister. C'est incroyable. La grande révolution sociale économique, 2 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, absolument. Donc il y a un lien, forcément. Oui, bien sûr. Oui, pour calmer tout le monde. Oui, absolument. Alors, si vous voulez, d'abord en 1905, il y a eu une très grande, 1905, 1906, 1910, de très grandes manifestations à Paris, y compris à Londres, etc., en disant on n'en peut plus, on peut plus vivre comme ça, parce que, en fin de compte, c'est entre guillemets, le monde s'est embourgeoisé, et nous, c'est 1968, on ne veut pas de cette France de papa, on ne veut pas de ce modèle de papa, on veut tout simplement vivre, notamment être heureux comme les autres, comme tout le monde. Donc, pourquoi c'est très important ? Parce que ce mouvement de contre-réaction sociale et économique a commencé dans les années 1830. Dès que ça commence en Angleterre. C'est la prise de conscience qu'on est roulé. La prise de conscience qu'on est roulé, qu'il faut faire quelque chose.
Mais c'est pas une révolution militaire, de sang, etc. C'est une révolution sociale, où véritablement, des mouvements, comme par exemple le mouvement O'Brien, ou le mouvement Fabien, ça s'appelait le mouvement Fabien en anglais, le mouvement Fabien, qui s'est organisé dans les années 1830-1840 pour pouvoir expliquer que ça suffit, on ne peut plus vivre comme cela. Et je vais vous donner un exemple, parce que j'ai écrit un livre à l'époque, sur quelqu'un qui me paraît pour moi un modèle, qui s'appelait Robert Owen. Robert Owen est né en 1776. Je vais écourter, mais c'est très important. Il est né en 1776, l'année où Adam Smith a écrit La richesse des nations. Il s'est marié en 1819 avec la fille d'un très grand milliardaire pour l'époque, importateur de coton d'Amérique. Il s'appelait la famille Dale, D-A-L-E. Et ce Robert Owen Dale, si vous voulez, il est devenu le premier importateur de coton d'Amérique. Immensément riche, mais seulement avec un cœur comme ça. Il rentre à la Chambre des communes, il était très très ami avec le duc d'Édimbourg, qui était de la famille royale. Il rentre à la Chambre des communes, il fait un discours en 1820, quelque chose comme ça, il a dit, moi je vais vous prouver qu'on peut gagner de l'argent sans exploiter l'autre. En donnant la capacité aux ouvriers de s'émanciper. Et ça a marché. Mais la réaction, c'est qu'il a eu 20 ans de prison. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il a parlé juste. Il a contrarié ces messieurs. Qu'est-ce qu'ils lui ont trouvé pour le mettre en prison ? Ce qu'ils ont trouvé pour le mettre en prison, c'est que, véritablement, il allait étouffer le capitalisme, étouffer le profit, donc les investissements vont être complètement amoindris, et c'est la fin de l'industrialisation. Parce que si vous donnez de l'argent aux ouvriers, vous aurez moins d'argent pour investir, donc moins de profit. Donc vous n'allez plus investir. Donc c'est fini. Il a eu 20 ans de prison, heureusement que le duc d'Édimbourg, qui était son ami très très intime, l'a libéré au bout de 3 ans. Et il s'est sauvé en Amérique. Il s'est sauvé à Lunanark, où il a organisé cette économie fermée, n'est-ce pas, qui marchait très 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 bien. Et, comme par hasard, des brigands sont venus la nuit et volaient tout, pour l'empêcher de fonctionner. Il revient... Des brigands envoyés par... Bon, vous m'avez compris. Oui. D'accord ? Il revient en 1840 et quelques, il connaît Victor Hugo, il fait la grande révolution de 1848 à Paris, et il a été très ami avec Victor Hugo. C'est un grand penseur, c'est lui qui a eu l'idée de la retraite, c'est lui qui a eu l'idée de la sécurité sociale, c'est lui qui a eu des congés payés, c'est Robert Owen qui a eu l'idée. C'est un Anglais au départ. C'est un Anglais, il s'appelle Robert Owen, c'est un protestant, anglican, mais qui dit, attends, on ne peut pas vivre comme ça, moi je suis un capitaliste, je refuse de m'enrichir au détriment des autres. Après, Karl Marx est venu en disant, mais attendez, tout ce que vous dites, c'est vrai, mais vous n'avez pas compris, messieurs. C'est qu'il y a un matérialisme historique qui vient de cette nuit des temps, qui fait qu'en fin de compte, l'esclave a été exploité par les maîtres dans l'Antiquité, etc., le serf par le seigneur, etc. Mais ça, c'est ontologique à la création. Et la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Et ça, c'est Karl Marx. Il dit qu'en fin de compte, il y a une dynamique. Mais lui était contre ça, Karl Marx. Oui, bien sûr. Bien sûr. Lui, il disait qu'il y a une dynamique matérialiste de l'histoire qui fait qu'en fin de compte, l'homme exploite l'homme. L'exploitation de l'homme par l'homme. Mais l'industrialisation, il n'était pas contre, Karl Marx n'était pas contre du tout l'industrialisation, il était contre le capitalisme industriel. C'est pas la même chose du tout. Oui, il disait qu'en fin de compte, selon ce système, eh bien, on arrive à une pré-révolution où les gens n'en peuvent plus, eh bien, ils vont créer une forme de dictature du prolétariat qui va véritablement, ça c'est Lénine, qui va véritablement entraîner la révolution. Mais le résultat est le même. Le résultat est oui. Voilà. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Le peuple est exploité par les mensonges, je sais qu'il va prendre le pouvoir. Voilà, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que alors des gens comme Robert Owen, bien sûr, nous sommes dans le monde du serpent. Nous sommes dans le monde du serpent, mais c'est un Satan. Fabien, comme vous expliquez les choses, je ne sais pas comment vous remercier, mais vous êtes en train, dans votre langage capable d'expliquer l'histoire, vous reproduisez sur le plan historique toute la Torah. La Torah ne parle que de ça. Mais seulement vous arrivez à le décrypter, à le faire rentrer dans la réalité d'une manière qui est absolument époustouflante. C'est ça, vous avez dit, c'est le monde du serpent.
Je te tue sans faire de bruit. C'est ça. Et tu t'en rends pas compte. Exactement. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que prenons l'exemple de 1936. Il y a eu des grèves énormes. Paris La chute de la bourse en Amérique aussi. Oui, bien sûr. Ça, nous sommes dans les années 29. Mais en 1936, je vous vois un exemple, avec ce qu'on appelait le Front populaire. Et comme par hasard, en 1936, c'était un juif, Léon Blum, qui était au pouvoir. Entre parenthèses. Du Front populaire. Au Front populaire, il est resté très peu de temps, mais il était quand même président du Conseil à ce moment-là. D'accord? Eh bien, les grandes manifestations à Paris, c'était quoi? Tout simplement. Mais on veut manger. On en a marre d'être exploité. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé. Et c'est Blum qui était à la tête? Oui. Donc on comprend pourquoi 2 ans plus tard, Hitler part contre les Juifs. Ah non, ça je ne sais pas. Non. Non, mais j'imagine qu'Hitler était au service des grandes puissances financières. Oui, c'est certain. Mais Léon Blum, il a été malgré tout préservé. Il n'a pas été dans les camps, etc. Comment il a été préservé? Je le savais, mais j'ai oublié. Il a été préservé comme les Rothschild d'ailleurs, par ces gens-là. Parce qu'en fin de compte, Léon Blum était quelque part instrumentalisé, un instrument de ce pouvoir. Mais non, parce qu'il était contre, vous me dites. Si, il était contre par rapport au statut. Il voulait véritablement, il était socialiste, il voulait véritablement aider le peuple. Mais seulement, c'était un homme très droit, c'était un homme parfaitement moral, mais seulement il a été manipulé, utilisé secrètement par ces grandes puissances. Comment? Mais puisqu'il est contre. Non. Expliquez-moi. Non. Regardez, je vais vous donner un exemple. La banque de France a été créée par Napoléon. Mais en 1801-1802, lorsqu'elle a été créée, c'était une banque, ce qu'on appelle d'économie mixte. D'accord? C'est une banque d'économie mixte. C'est-à-dire que c'est une banque fondée sur des capitaux privés avec un peu d'argent de l'État. D'accord? La Banque de France a été nationalisée quand? En 1936, à ce moment-là, pendant le Front populaire. Mais pourquoi? Donc elle appartient à l'État. Voilà, pourquoi? Vous avez compris. Pourquoi elle a été manipulée? Parce que la Banque de France a le pouvoir de création monétaire. Et pour pouvoir contrôler la masse monétaire, ces gens-là, par l'intermédiaire de Léon Blum et de ses acolytes, n'est-ce pas, ont demandé la nationalisation de la banque. Et on peut croire que c'est pour le peuple, voilà, c'est pour l'État. Vous avez tout compris. Wow, voilà, vous avez compris. Alors on peut croire que c'est pour le peuple, etc. Mais en fin de compte, cette manipulation, cette nationalisation de la Banque de France a été quelque chose de fondamental parce que véritablement, grâce au pouvoir de l'État, on va pouvoir contrôler la masse monétaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça veut dire la masse monétaire. Ça veut dire que toute la monnaie qui est en circulation à un moment donné. Et donc, je vais créer la monnaie dont le peuple, soi-disant, a besoin, mais en fin de compte, dont les marchands ont besoin, et en fin de compte, dont moi, j'ai besoin. Et cette idée-là, n'est-ce pas, n'est pas française, elle est anglaise, elle est américaine. La Fed, qui a été créée en 1913, a été créée dans cet esprit-là. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la Fed n'est pas une banque fédérale, c'est l'union des banques privées. Oui. Ne mélangez pas, la Banque d'Israël, c'est une banque nationale, la Banque de France, aujourd'hui, c'est une banque, entre guillemets, nationale, mais inféodée à la Banque européenne, d'accord? Mais la Fed, c'est l'union des banques privées. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que dès que le président Trump a voulu faire une réforme de la Fed, automatiquement, il y a eu un lever de bouclier tel qu'il a été obligé de reculer. Parce que là, on touche carrément au centre du pouvoir central. Et qui n'est pas, encore une fois, dans les mains des seules firmes américaines, loin de là. Vous avez aujourd'hui les Chinois, mais y compris même certains Russes. Bien sûr, puisque véritablement, on achète des actions, on achète des obligations, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Banque centrale américaine est directement reliée à Wall Street, à la bourse. Et en France, c'est la même chose. Le président Pompidou, en 1973, il a détruit la dynamique, carrément détruit, si je peux me permettre de dire ça, mais je vais très vite, d'une manière très synthétique, il a détruit la capacité des banques d'être libres, de se libérer de tous les marchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inféodé, il a relié le marché monétaire et le marché financier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les banques peuvent acheter dans le marché financier des actions,
et elle peut aussi vendre des actions, etc., etc. Alors qu'avant, il y avait une dichotomie entre ça, il y avait une séparation entre les banques d'affaires et les banques de dépôt. Depuis 1973, au contraire, tout est relié, ça a été relié. Même la loi, en fin de compte, date de 1967, mais en 1973, ça a été véritablement. Pourquoi ils ont fait ça? Pour, en fin de compte, créer un flou dans les marchés, de manière qu'on ne sait plus où on en est. Aujourd'hui, évidemment, mais alors, une banque, attendez, s'il vous plaît, une banque qui est endettée va se retourner vers le marché financier. Mais avant 1973, c'était pas possible. Une banque endettée va se retourner vers l'État qui, lui, va se retourner vers le marché financier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qui est le pouvoir? Le marché financier. Et donc, ce marché financier qui est manipulé par, encore une fois, il faut remonter au Moyen-Âge, n'est-ce pas, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. L'ultralibéralisme, c'est une forme de pensée unique, entre parenthèses, comme Nimrod, de type nimrodienne, si vous voulez, cette pensée unique qui fait que véritablement, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi, et c'est moi qui ai le pouvoir, c'est pas toi. Moi, je suis un dictateur, et ce dictateur en douceur. Tu vas faire ce que je veux avec plaisir et surtout en rigolant, par ruse. C'est la force du serpent. Et on parlera un jour de comment on peut faire une vraie révolution authentique contre de telles puissances, de telles forces. Eh ben, ma chère Mène David, ça c'est évidemment, on en parlera. Mais si on revient un peu au niveau des systèmes, au niveau de l'humain, économique, il y a une dichotomie entre la théorie et la pensée. Donc la vraie guerre du Mashiach, ce ne sera pas une guerre religieuse comme tous les idiots pensent. Non, pas du tout. C'est une guerre contre le pouvoir économique. Mais que dit Raïm, que disent les kabbalistes? Ils disent qu'en fin de compte, le pouvoir, c'est la source du mal. Bien sûr. Le pouvoir, c'est le mal. C'est la malchoute. Voilà, c'est la malchoute. Le pouvoir, c'est le mal. Si vous voulez, il y a la malchoute d'en haut, la malchoute d'en bas. Et cette malchoute d'en bas a été manipulée par le serpent pour pouvoir le prendre. Mais lui, ils ont oublié qu'il y avait une malchoute d'en haut. Et à partir de ce moment-là, la malchoute d'en haut, quand il va se révéler, et bien ça va être l'effroi. Parce qu'ils vont s'apercevoir que tout était sa volonté. Et ça, c'est de la folie. C'est ça le matière. Et pour terminer, car le temps avance, en quelques mots, et peut-être qu'on reprendra dans 15 jours, alors il y a un lien entre la Deuxième Guerre mondiale et la crise économique, puisque vous dites la crise économique en 1936 et la Deuxième Guerre mondiale en 1938. Mais c'est évident. Ça veut dire quoi? C'est pour faire taire tout le monde, pour tuer 50 millions de personnes et faire taire tout le monde, manipulé par la grosse finance, et Hitler n'est qu'une poupée entre les mains des financiers? Écoutez, en bonne partie, c'est vrai. Je dis bien, pas totalement, mais en bonne partie, c'est vrai. La crise de 1930 n'était pas gérable, notamment par les Américains, sans une déflagration mondiale. Un peu comme aujourd'hui, si vous voulez. Vous voyez, aujourd'hui, les États sont surendettés. Je vais vous donner un exemple. D'endettement. Entre 1776 et 1976, c'est 200 ans, la dette globale américaine a atteint 200 000 milliards de dollars. Attendez, en 200 ans, entre 1976 et 1986, c'est-à-dire 10 ans, d'accord, on passe de 200 milliards de dollars à 800 milliards de dollars. En 10 ans. En 10 ans. Et plus ça va, et plus ça se démultiplie. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on a dépassé les 20 000, les 30 000, les 40 000 milliards de dollars. Ça n'a plus de sens. Mais qui va payer tout ça? Alors, les impôts ne suffisent plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'expliquer ça une prochaine fois. On va essayer de doper les marchés financiers. Comme les banques peuvent utiliser les marchés financiers et réciproquement, alors elles vont se financer, recevoir des liquidités à travers des instruments extrêmement savants, des formules mathématiques extrêmement élaborées, de manière à ce que les banques s'en sortiront. Mais il va arriver à un moment donné où le système va se dégonfler, parce que c'est une baudruche, c'est en fin de compte un monde complètement illusoire, où il va et on va retourner à l'économie réelle, et là on va s'apercevoir qu'on avait vécu sur un bluff, sur une illusion. Et tout va s'effondrer carrément. Tov, écoutez, je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment un cours hors du commun. Qu'Hachem vous bénisse. Amen. Et j'ai hâte qu'on se retrouve dans 15 jours pour continuer ces explications qui donnent un éclairage sur notre histoire, c'est bon. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup.